Nous sommes aux États-Unis dans les années 1930, en pleine Grande Dépression, une période de crise économique durant laquelle le taux de chômage et la pauvreté atteignent des seuils inimaginables. Du jour au lendemain, des milliers de familles voient leur quotidien basculer. C'est ainsi qu'en 1933, la presse américaine publie des photos des hors-la-loi qui sévissent dans le sud du pays. Ils se font appeler le gang Barreau. Lors de la publication des fichiers, la surprise est générale. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont tout ce qu'on aime voir dans un couple. Le jeune couple crée rapidement un sentiment mitigé au sein de la population américaine. Pour certains, ce sont des hors-la-loi qui méritent la prison, et pour d'autres, ce sont deux âmes en quête de liberté. Histoire de désir ou récit criminel, de l'amour aux fusillades, voici l'histoire de Bonnie et Clyde. Ceci n'est pas qu'une histoire de hors-la-loi, c'est également une histoire d'amour, celle entre Bonnie et Clyde. Une belle histoire d'amour, comme on les aime. Ce qui fascine avec l'histoire de Bonnie et Clyde, c'est ce mélange explosif entre rébellion, violence et amour. Car bien qu'il existe un grand intérêt pour l'Amérique d'autrefois, celle du Far West, des hors-la-loi et bien sûr de toutes ces grandes figures criminelles, ce couple de hors-la-loi se démarque de la masse. Un concept qui sera repris dans tous les formats possibles, films, romans, musique et même aujourd'hui, jeux vidéo. Une histoire qui a pu transcender les générations. Notre histoire commence au début des années 1920, dans la zone rurale de Tellico, dans l'état du Texas, au sud des États-Unis. Dans cette petite communauté rurale, vit Henry Basil Barrow et sa femme Kumi, un couple de paysans démunis qui vit dans une tente avec leurs 7 enfants. Parmi eux, le 5e se fait remarquer très jeune. Bien que petit de taille, il est beau. Il a un esprit rebelle, il se nomme Clyde Chestnut Barrow. Issu d'un milieu précaire, Clyde mène une enfance des plus rebelles. Il vole dès son plus jeune âge, parfois seul, parfois accompagné de son frère Marvin Ivan, dit Buck. Ainsi, dès son plus jeune âge, Clyde enchaîne les arrestations. Selon l'écrivain et historien John Niels Phillips, Clyde est un cas particulier, du type à éteindre les flammes par les flammes. Dans la vie, il ne cherche ni la célébrité, ni la richesse, il vole. Pas pour survivre, mais pour se venger du système carcéral texan, pour toutes les réalités endurées derrière les barreaux. Bien que Clyde mène une vie mouvementée avec une première arrestation à l'âge de 17 ans, il exerce cependant quelques activités honnêtes, quelques emplois qui ne payaient pas assez certes, mais qui lui permettent quand même de tuer le temps, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et parfois, il prend le temps de rendre visite à ses amis, dont un certain Clarence Clay, mais en 1930, une visite au domicile de ce dernier le marquera à tout jamais. Le 5 janvier 1930, au 105 Herbert Street, Clyde rencontre une jeune Texane. Elle est belle, intelligente et chargée d'un lourd bagage intellectuel. Elle se nomme Bonnie. Bonnie Elizabeth Parker est la cadette d'une famille de 3 enfants. Elle perd son père à l'âge de 4 ans, et tout comme Clyde, elle grandit dans un milieu modeste. Condition que sa mère lui rappelle constamment, poussant la petite fille à se plonger totalement dans les études, le seul moyen qu'elle trouve pour s'élever socialement. Bonnie est une élève brillante. Elle excelle dans ses études, notamment en expression écrite. Plus tard dans sa vie d'adulte, elle écrira plusieurs poèmes dont le plus connu reste aujourd'hui l'histoire de Bonnie et Clyde. Grâce à ses écrits, on en connaît un peu plus sur sa personnalité, sa recherche de célébrité, son impatience face à la vie qu'elle mène à Dallas, ou encore sa passion pour la photographie. Dans son journal, elle décrit l'ennui du quotidien, son exaspération face à la vie qu'elle mène. Elle décrit la routine qui lui pèse. Sur le banc des mélancoliques, sa poésie siège. Seulement quelques mois après leur rencontre, la romance de Bonnie et Clyde est brusquement interrompue. Clyde est arrêté pour des délits antérieurs, vol de voiture. Cela aurait pu être la fin de leur couple, mais cet événement posera les bases de ce qui sera la suite de leur histoire. Une histoire d'amour voguant entre passion et violence. Le 11 mars 1930, Clyde est arrêté, et en avril de la même année, il est envoyé dans la prison de Waco, dans le comté de McLennan. Mais quelques jours après son arrestation, il parvient à s'évader. Si cela n'est pas une surprise dû au style de vie qu'on lui accorde, c'est pourtant son complice qui intrigue, Bonnie Parker. En effet, lors d'une visite au parloir, la jeune fille parvient à lui glisser subtilement une arme permettant au jeune garçon de s'évader. Par amour, Bonnie Parker passe de la jeune fille passionnée d'écriture et de poésie à Bonnie, complice de crime. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Comment une jeune fille passionnée d'écriture et de poésie a pu brusquement se transformer en complice de crime? Et je ne le dis pas parce que je suis passionné d'écriture, mais parce que cette histoire est rocambolesque. Heureusement que la science peut nous répondre. D'ailleurs, pour la petite explication,
Ce qu'on appelle coup de foudre est une réaction biochimique rapide et intense, une véritable décharge neurochimique orchestrée par le cerveau, qui libère une explosion de neurotransmetteurs tels que la dopamine, un peu comme les produits psychotropes tels que la méthamphétamine ou les amphétamines. Résultat, accélération du rythme cardiaque, obsession de l'autre et surtout euphorie. Bonnie, déjà lassé par son train de vie fade, l'amour a simplement agi comme un déclencheur d'un besoin profond, la recherche de sensations fortes. Malheureusement, les retrouvailles de Bonnie et Clyde ne durent pas. Quelques jours après seulement son évasion, le 18 mars, Clyde est rattrapé par la police. Il est alors placé dans la ferme pénitentiaire d'Eastham, une prison réputée pour sa violence. Derrière les murs d'Eastham, Clyde subit fréquemment des abus de la part de son partenaire de cellule, Ed Crowder. Un jour exaspéré par ces abus, le jeune Clyde décide de l'attaquer à grands coups de barre de fer. Il le frappe si fort qu'il lui en explose le crâne. Clyde vient de commettre son premier meurtre, mais un détenu déjà condamné à la prison à vie endossera la responsabilité du crime, soit pour épargner une peine plus lourde au jeune Clyde, soit en échange d'une faveur. Bien que débarrassé de son bourreau, les conditions de détention à Eastham sont insupportables pour Clyde. Des travaux interminables, une pause d'à peine 5 minutes, des repas infects, Clyde sait que s'il ne fait rien, c'est derrière ces murs qu'il va mourir. En janvier 1932, afin d'échapper aux travaux forcés ou de changer d'établissement, Clyde se fait amputer de 2 orteils par un autre détenu. Il est libéré au bout de 6 jours, mais pas à cause de sa mutilation. Ironie du sort, durant cette même période, Kumi, la mère de Clyde, réussit à obtenir auprès des autorités du Texas une libération anticipée pour son fils. Le 2 février 1932, Clyde est libéré de la prison d'Eastham, mais il boitera toute sa vie. À sa sortie de prison, Clyde est désormais un criminel endurci. Sa sœur Marie déclarera « Il a dû se passer quelque chose d'horrible en prison, parce qu'il n'était plus la même personne à sa sortie. » Et elle avait raison. Après la libération de Clyde Barrow en 1932, Bonnie rejoint le gang de Clyde, et ensemble, avec un certain Ralph Lutz, un ancien détenu de la prison d'Eastham, ils commettent une série de braquages, principalement de stations-service et de magasins. Le gang Barrow a plusieurs membres temporaires, tels que Ralph Lutz, Raymond Hamilton ou encore William Daniel Jones, dit W.D. Jones. Tous entre 16 et 24 ans, une bande de jeunes désillusionnés pris dans une spirale de violence. Entre 1932 et 1933, le gang Barrow effectue une série de braquages et commettent pas moins de 3 meurtres, dont celui d'un shérif. Si le bilan est plutôt lourd pour un gang composé en majorité d'adolescents, ce n'est qu'après la sortie de Buck, frère aîné de Clyde, que les fusillades les plus violentes auront lieu, marquant ainsi le point culminant de la violence du gang. Lorsque Buck sort de prison en 1933, il se met en tête de convaincre Clyde de mettre un terme à sa vie de criminel. Il part à sa recherche accompagné de sa femme Benny Eva Caldwell, dit Blanche, espérant le persuader de se rendre pour ainsi éviter la mort. Le seul problème est que pour Clyde, la mort est une option favorable à celle de la prison. Alors Buck, qui est Buck? Selon le dossier qu'on a sur Marvin Ivan dit Buck, du haut de ses 33 ans, il est souvent décrit comme quelqu'un d'impulsif. Il est conscient que c'est lui qui a donné envie à Clyde de gagner de l'argent facile à travers les braquages, mais après son séjour en prison, il assume ses responsabilités de grand frère. Le problème est qu'il arrive trop tard. À 23 ans, Clyde s'est déjà forgé une personnalité. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Mais surtout, il sait ce qu'il ne veut pas. Retourner en prison. S'il y avait un membre du gang Barrow qui pouvait encore être sauvé, c'était bien Bonnie. Mais en 1933, la dynamique du gang Barrow a bien changé. Si jusque-là Bonnie était mise de côté soit par les événements, soit par Clyde lui-même, elle s'impose désormais en tant que membre à part entière du gang. Ce choix, elle l'a fait toute seule. Buck et Blanche retrouvent Clyde et Bonnie, mais dire Clyde et Bonnie sonne un peu bizarre, on va dire Buck et Blanche retrouvent Bonnie et Clyde, à Joplin, dans un garage qui leur sert temporairement de planque. Mais l'attroupement inquiète le voisinage, qui s'empresse d'alerter les autorités pour signaler une activité illégale à l'époque, la vente d'alcool. De 1920 à 1933, la prohibition est une période marquée par l'interdiction de la fabrication, de la vente, ainsi que du transport d'alcool. Instaurée par le 18e amendement ainsi que le First Step Act, elle interdit l'alcool à travers tous les États-Unis. Les objectifs sont clairs, réduire la criminalité, améliorer la moralité et la santé publique. Pourtant, cela aura l'effet inverse. Pendant la prohibition, l'interdiction d'alcool crée un marché noir gigantesque, donnant un pouvoir immense à la mafia. Ainsi, la violence explose. Règlement des comptes, corruption de la justice, guerre des gangs. C'est dans ce contexte que des gangsters tels que Meyer Lansky, Lucky Luciano ou encore Al Capone deviennent immensément riches. Des personnages que l'on verra bientôt sur cette chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en revenir à Bonnie et Clyde,
Le matin du 13 avril 1933, la planque du gang Barreau est prise d'assaut par la police. Une fusillade éclate. Mieux armé que les policiers, le gang parvient à en éliminer 2 et réussissent tant bien que mal à prendre la fuite. Mais dans la précipitation, le groupe laisse derrière lui plusieurs effets personnels qui feront la notoriété du gang. Une caméra et des films qui révèlent leurs images, une collection d'armes à feu, des documents personnels de Buck et Blanche et des poèmes. Pas seulement ceux de Bonnie, mais également ceux de Clyde. À croire qu'il ne s'évade plus au pistolet, mais également à l'épistolaire. Avant les événements de Joplin, le gang Barreau était un gang local. Après la publication des images par le Joplin Globes, puis repris par différents journaux, il devient connu dans tout le pays. Ce n'est plus le gang Barreau, c'est désormais le gang Bonnie and Clyde. Après les événements de Joplin, le quotidien du gang Barreau est bouleversé. La popularité vient certes, ce qui ne déplaît pas à Bonnie, mais cette popularité vient avec son lot de problèmes. Le 18 juillet 1933, à Platte City, une ville dans le Missouri, le gang décide de se reposer dans un motel, mais rapidement, le motel est encerclé, et encore une fois, une fusillade éclate. Clyde est touché par des impacts. Blanche reçoit des éclats de verre dans les yeux, bien que le gang parvient encore une fois à s'échapper durant les échanges. Buck s'est pris une balle dans la tête. Pendant 4 jours, Clyde tente de trouver un endroit où soigner Buck, mais le gang est rattrapé par la police près de Dexter, dans l'Iowa. Alors que le gang essaie de traverser une rivière afin d'échapper au coup de feu, Clyde doit faire un choix décisif. S'enfuir avec Bonnie ou rester auprès de son frère, dont l'état est critique. Il abandonne Buck et s'en va. Blanche, quant à elle, reste auprès de son mari et se fait capturer. Buck décède quelques jours plus tard. En 1934, le président américain Franklin Delano Roosevelt renforce le pouvoir du bureau d'investigation, qui sera plus tard le FBI sous la direction de John Edgar Hoover. La guerre contre le banditisme est lancée. Parmi les plus célèbres, l'ennemi public numéro 1, John Dillinger, Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, ainsi que Babyface Nelson. Alors que Bonnie et Clyde échappent sans cesse à la police, une décision change le cours des événements. Le gouverneur du Texas de l'époque, Miriam Ferguson, plus connu sous le nom de Ma Ferguson, décide d'engager un certain Frank Hammer, un ancien Texas Ranger, afin de mettre la main sur le couple de fugitifs. Il faudrait savoir que Ma Ferguson était réputé pour ses décisions aléatoires, comme celle notamment de Gracie Buck ou encore celle de licencier les Texas Rangers, dont l'absence aura notamment comme conséquence la montée en criminalité au Texas. Frank Hammer essaie de comprendre le fonctionnement du gang. Il étudie leur parcours ainsi que leurs déplacements et c'est en Louisiane qu'il trouve un appât, Henry Metzwin, membre du gang Barreau depuis peu. Frank compte utiliser la famille de Henry comme appât afin d'attirer le gang et le capturer. Ça, c'est le plan officiel, mais ses intentions sont totalement différentes. Le 23 mai 1933, Bonnie et Clyde sont en Louisiane, en route pour rendre visite à la famille Metzwin. Dissimulé derrière les buissons qui bordent la route 154, l'unique voie menant chez Henry Metzwin, Frank Hammer et ses hommes patientent. C'est la 11e fois que le couple leur échappe. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'une arrestation, mais bien d'une exécution. Aux environs des 9h, le ronronnement d'un moteur Ford V8 perce le silence du matin. Le père de Henry, garé sur le bas-côté de la route, simulant une panne. La voiture ralentit, s'arrête. À son bord, Bonnie Parker et Clyde Barreau. Sans sommation, Frank Hammer et ses hommes ouvrent le feu. Plus de 130 balles sont tirées en l'espace de quelques secondes. La Ford est criblée de plomb, transformée en passoire, les deux amoureux sont littéralement déchiquetés. La traque est terminée, Bonnie et Clyde sont morts. Dans cette chasse contre les hors-la-loi, Bonnie et Clyde sont les premiers à être exécutés. Après leur mort, des centaines de curieux accourent pour voir leurs dépouilles. Certains allant jusqu'à arracher une mèche de cheveux ou à voler un morceau de vêtement en guise de souvenir. Leurs funérailles sont séparées comme une ultime ironie pour ceux qui s'étaient jurés de ne jamais se quitter. C'est ainsi que se termine l'histoire de Bonnie et Clyde, ainsi que cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, celle sur Al Capone. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Mas. Sur ce, portez-vous bien.